15 juin 1953, 14h27. Un appartement exigu du 1427 Ocean Parkway, à Brooklyn, New York, où l'air confiné porte l'odeur âcre de la peinture écaillée et du tabac froid imprégné dans les rideaux jaunis. Le téléphone noir et massif, modèle Western Electric 500, vrombit avec une insistance mécanique sur la table de formica rayée, sa sonnerie stridente perçant le silence oppressant comme un avertissement venu des abysses de la guerre froide. Et dans cette pièce étouffante, Mrs. Helen Geiger, une ménagère de 42 ans aux mains calleuses par des années de lessive et de repassage, hésite un instant, le cœur battant la chamade sous son tablier taché de sauce tomate, sentant l'angoisse viscérale qui lui noue les entrailles. Car ce numéro qu'elle va composer n'est pas anodin, c'est celui du quartier général du FBI à New York, et en décrochant le combiné froid et lisse contre sa paume moite, elle murmure pour elle-même « Dieu du ciel, qu'est-ce que j'ai entendu hier soir ?» Le cadran rotatif cliquetant sous ses doigts tremblants, tandis que les chiffres s'alignent dans un rythme funèbre. 2, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 0, 0. Et au loin, à travers la fenêtre aux vitres sales, le grondement sourd des camions de livraison sur la 5e avenue fait vibrer les murs minces. Un écho distant de la machine américaine en marche, indifférente aux ombres qui rampent dans ses entrailles. Vous sentez le plastique usé du combiné se réchauffer contre votre oreille, Hélène. Le bourdonnement lointain de la ligne, comme un essaim d'abeilles enragées dans les câbles souterrains de Manhattan, et quand une voix masculine, rauque et professionnelle, répond enfin « Federal Bureau of Investigation, Special Agent Desk, parlez ». Les mots se bousculent sur vos lèvres gercées. C'est Mrs. Geiger, du 1427 Ocean Parkway. J'ai surpris une conversation hier soir. Dans l'appartement du dessus, le 3B. Il parlait de documents du projet Manhattan et de livraison à Moscou via Ottawa, en russe. Je le sais parce que mon mari était dans l'infanterie, en Europe. Il reconnaissait les accents slaves. Et l'un d'eux a dit « KGB, code Alpha 7, extraction immédiate si compromission ». Le souffle court, le cœur cognant comme un marteau-piqueur contre vos côtes, tandis que l'agent, un certain Thomas Reilly, staff sergeant reconverti en enquêteur après la Seconde Guerre, note frénétiquement sur un bloc jaune, le crayon grattant le papier avec une urgence contenue. L'air de son bureau au 69e étage du Federal Building saturé de l'odeur de café brûlé et de dossiers moisis empilés jusqu'au plafond, et il vous demande, voix basse et pressante, « Pouvez-vous répéter les noms, Mrs. Geiger? Julius? Ethel? Non. Attendez, c'était Rosenberg et Greenglass ?» Le réseau de connexions neuronales s'illuminant dans son esprit comme un diagramme Venona décrypté, car ce simple appel, ce murmure domestique, vient de fissurer le voile d'une opération KGB dormante depuis 1945, codenée Enormose, le vol des secrets atomiques qui hante encore les couloirs enfumés du Pentagone. Dans les entrailles du quartier général du FBI, sous les néons blafards qui bourdonnent comme des mouches sur un cadavre, Special Agent Riley raccroche, le combiné claquant dans son support avec une finalité qui résonne dans sa poitrine, et il se lève d'un bond, les semelles de ses chaussures, Oxford usé crissant sur le linoléum craquelé, traversant le labyrinthe de bureaux encombrés, où des sténos aux lèvres peintes tapent furieusement sur des Underwood, l'air chargé de la fumée âcre des Lucky Strike et du relent métallique des machines à écrire, pour frapper à la porte vitrée du Special Agent in Charge, Robert Lanphier, vétéran des décryptages Venona, dont le bureau exhale l'odeur de vieux cuir et d'encre indélébile. Et là, penché sur une carte de Brooklyn punaisée au mur, constellée d'épingles rouges comme des gouttes de sang, l'enfer écoute. Les veines saillantes sur son front plissé. Un appel anonyme? Non, citoyen ordinaire, mais les détails collent. Rosenberg, Greenglass, et ce Alpha 7
et notre code pour un canal KGB via le consulat soviétique à New York. Et déjà, ses doigts calleux, marqués par des années à manipuler des microfilms illisibles, pianotent sur le téléphone interagence, convoquant l'équipe Alpha, 5 agents en civil, chemises blanches amidonnées collant à leur dos par la sueur de l'adrénaline, qui se massent dans la salle de briefing adjacente, où l'odeur de craie fraîche et de café froid plane comme un linceul, et l'enfer déroule le plan sur le tableau noir, sa voix un grondement rocailleux. Surveillance 24/7 sur le 1427 Ocean Parkway. Micro directionnel depuis le toit adjacent. Interception téléphonique via AT&T sous mandat FISA naissant. Et 6 confirmations. Coup de filet simultané sur les cellules new-yorkaises et washingtoniennes. Pendant ce temps, dans l'ombre poisseuse de l'appartement 3B, Julius Rosenberg, 35 ans, ingénieur électrique au chômage masquant son rôle de courrier KGB sous le nom de code libéral ou Antenna, sans le poids oppressant de la paranoïa qui lui broie les tempes, assise à une table bancale couverte de schémas jaunis du Los Alamos, l'air saturé de l'odeur rance de soupe en boîte et de sueur aigre. Son épouse est-elle, aux yeux fiévreux creusés par l'insomnie, tricote nerveusement un châle informe, ses aiguilles cliquetant comme des morses codées. Tandis que leur frère David Greenglass, mécanicien fraîchement libéré de prison pour vol mineur mais cœur du réseau via son passage à Oak Ridge, murmure à voix basse. Les blueprints des lentilles d'implosion sont partis hier par le sous-marin L-22 au large de Norfolk. Moscou les a. Staline rit dans sa datcha. Et Julius hoche la tête, le front luisant sous la lampe à abat-jour fêlé, ignorant que 2 étages plus bas, le déclencheur innocent sommeille encore, mais déjà, dehors, sous un ciel de plomb, où gronde un orage imminent, une Ford noire banalisée, moteur ronronnant au ralenti comme un prédateur tapi, stationne au coin de la rue, ses occupants, agents Kowalski et Ramirez. Binocular Bosch, un lombe braqué sur les fenêtres occultées par des journaux jaunis, le cuir des sièges craquant sous leurs cuisses tendues. L'odeur de hamburgers froids et de tabac mentholé emplissant l'habitacle confiné, et Kowalski chuchote dans le micro-cravate, statique crachotant comme une mitraillette étouffée. Fantôme 1 en position, visuel sur sujet principal. Aucun mouvement suspect pour l'instant, mais l'air pue le roussi. La nuit tombe sur Brooklyn, comme un linceul de velours noir. 22h15, l'humidité poisseuse collant les chemises au torse des agents en planque, le bitume luisant sous les réverbères sodium qui diffusent une lueur orangée fantomatique. Et dans la salle d'écoute clandestine installée dans un camion GMC réfrigéré, garé dans une ruelle adjacente, l'odeur âcre d'ozone des amplificateurs et de rubans magnétiques vierges imprègne l'air, tandis que les bobines tournent avec un whir hypnotique, capturant chaque souffle, chaque craquement de plancher au-dessus. Et soudain, à 22h47, la voix de Julius fuse dans les haut-parleurs, rauque et codée. Antenna à millionnaire. Contact 12 accepte pactage. Extraction via Québec, si chaleur excessive. Fin de transmission. Le jargon KGB résonnant comme un glas. Et l'enfer, penché sur les moniteurs oscillants, sans l'adrénaline lui fouetter les veines, ses poings se serrant sur le rebord de la console métallique froide. Bingo! C'est notre chaînon manquant, corrélé avec Venona Traffic Budriel 472, Greenglass est le maillon faible. Pressez-le via sa femme Ruth. Et les ordres fusent par radio cryptée. Ondes courtes crépitant dans l'éther nocturne, mobilisant des équipes à Washington où Harry Gold, le chimiste courrier au code Raymond, sue dans son labo clandestin de Philadelphie, mélangeant des émulsions photographiques pour microdos, ignorant que des ombres fédérales convergent déjà, phares éteints, pneus crissant doucement sur l'asphalte mouillé. Vous êtes Special Agent Riley maintenant, le cœur tambourinant comme un tambour de guerre sous votre veston gris, descendant les escaliers de secours du Federal Building à 03h12 du matin.
l'air froid de la nuit vous giflant le visage, chargé de l'odeur saline de l'Atlantique proche et des relents d'égouts urbains, glissant dans votre Plymouth 1952 noir, le moteur V8 tout sautant à la vie, avec un rugissement primal, phares balayant les rues désertes de Manhattan, tandis que vous foncez vers Knickerbocker Village, quartier ouvrier où Ruth Greenglass, 27 ans, blonde aux yeux hantés par la trahison, berce son bébé dans un appartement aux murs suintants d'humidité. Et quand vous frappez à la porte, 3 coups secs comme des verdicts, elle ouvre, le visage pâle sous la lumière crue de l'ampoule nue. « FBI! Qu'est-ce que… » Mais vos collègues l'escortent déjà à l'intérieur, la pièce exhalant l'odeur de lait caillé et de couches sales. Et sous les projecteurs braqués, vous la cuisez, voix d'acier trempée dans le feu de l'interrogatoire. « Ruth, votre mari David a vendu les secrets de la bombe A pour 500 $ par fiche technique. Non, Klaus Fuchs, Theodore Hall et les Rosenberg comme superviseurs, signez cette déposition où Sing Sing vous attend. » Et elle craque, les larmes coulant comme un barrage rompu, sanglots étouffés contre le tissu rêche de votre mouchoir. « Oui, oui, c'était pour la paix, pour l'humanité. Mais Julius m'a forcé. » Le stylo tremblant griffonnant son aveu sur le formulaire 302. Chaque mot un clou dans le cercueil du réseau Enormose, tandis que dehors, la pluie martèle le toit comme des balles de mitrailleuse, amplifiant la tension viscérale qui vous étreint les tripes. À l'aube naissante, 05h43, le soleil pâle perçant les nuages bas comme un œil rougi par l'insomnie, les rouages de la machine FBI s'emballent. Hélicoptère Bell 47, survolant le Lower East Side, avec un battement de rotor assourdissant, diffusant des ondes radar sur les toits pour détecter les transmissions radio illégales. Et dans le bureau de J. Edgar Hoover lui-même, au siège de Washington, l'air saturé de cigares cubains et de parfums de secrétaire. Le directeur, silhouette trapue en costume 3 pièces impeccable, arpente la moquette épaisse, poing serré sur le télétype cliquetant. Rosenberg est le pivot, Greenglass le confirme, activé opération Thunderbolt, arrestation simultanée à 18 heures en précise, pas d'échappatoire pour ces vermines rouges, et les câbles cryptés fusent vers les field office de New York, Los Angeles, et même Albuquerque près de Los Alamos, où des agents en Stetson surveillent les anciens du projet Manhattan, l'odeur de désert aride et de cordite fanée remontant à 1945, quand les premiers blueprints avaient fuité sous les yeux incrédules d'Oppenheimer. Julius Rosenberg, dans son antre de Brooklyn à 11h22, sent le piège se refermer comme les mâchoires d'un étau rouillé. Le téléphone sonnant avec une urgence qui lui glace les veines, décrochant pour entendre la voix codée de son handler KGB, Anatoly Yatskov, alias Henri, libéral, millionnaire, ordonne dissolution cellule, brûlez tout, fuyez via Canada. Mais déjà, les micros directionnels des agents, braqués depuis un toit adjacent, capturent chaque syllabe, le vent salin portant les ondes comme un traître complice, et Julius, panique suintant de ses pores, jette les schémas dans l'évier, allumant le gaz avec des mains fébriles, les flammes léchant le papier avec une faim vorace, odeur âcre de plastique fondu et d'encre carbonisée emplissant la cuisine exiguë, tandis qu'Ethel, figée dans l'encadrement de la porte, murmure « Les enfants, qu'allons-nous dire aux garçons ?» Les yeux emplis d'un désespoir primal, mère protégeant sa portée contre l'ouragan historique qui s'abat. L'assaut final se profile, 17h55, rue de Brooklyn figée dans la torpeur estivale, l'air lourd de l'odeur d'asphalte chauffé et de hot-dog des marchands ambulants, quand les voitures banalisées convergent, pneus hurlant dans les virages serrés, sirènes muettes pour préserver l'effet de surprise, et agent Rayleigh, au volant de la lead-car, sans le volant vibrant sous ses paumes moites, le Colt. 38 polices positives, nichées contre sa hanche comme un serpent prêt à mordre. « Go!
Go! Go! Et les portes s'ouvrent à la volée sur le 1427 Ocean Parkway, bottes claquant sur les escaliers grinçants, l'odeur de graisse rance et de peur animale montant des paliers, et au 3B, bélier enfonçant le panneau de bois vermoulu dans un craquement cataclysmique, éclats de vernis volant comme des shrapnels, Julius plaqué au sol, menottes d'acier froid mordant ses poignets, criant « C'est une erreur! Je suis patriote !» Tandis qu'Ethel est arrachée à son fauteuil, ses ongles griffant l'air en vain, et dans la confusion, Greenglass cueillit dans sa planque de l'Upper West Side simultanément, le réseau s'effondrant comme un château de cartes sous le poids inexorable de la loi américaine. Mais l'après-choc s'étire, interminable, dans la salle d'interrogatoire du Federal Building, 20h14, néons impitoyables jetant des ombres croches sur les visages ravagés. Odeur de sueur rance et de café éventé saturant l'air vicié sans fenêtre. Julius face à l'enfer, chaîne de cigarettes consumée dans un cendrier débordant, voix brisée mais défiante. Vous n'avez rien, pas de preuves tangibles, juste des ragots d'une voisine hystérique. Mais l'enfer, brandissant les bandes magnétiques, le playback crachotant les mots fatidiques, Alpha 7, pactage Moscou, et Julius blêmi, le poids de la trahison nationale lui écrasant la poitrine comme un ébouli, tandis qu'à des miles de là, Ruth Greenglass signe son immunité, stylo traçant des aveux qui scellent les destins. Et Hoover, dans son sanctuaire, sourit carnassier, sachant que ce simple appel à éventrer le ventre mou de l'hydre soviétique, révélant non seulement les Rosenberg, mais une toile s'étendant à Fuchs en Angleterre, Hall à Cambridge, et jusqu'aux archives du Politburo. Les heures s'étirent en jours, le silence après la tempête plus oppressant que le chaos, dans les cellules de la prison fédérale de West Street, où l'odeur de désinfectant chloré et de désespoir humain fermente, Julius allongé sur la couchette dure, écoutant les gouttes d'eau suintant des tuyaux rouillés comme un compte à rebours, repensant à ce 15 juin, ce téléphone maudit 2 étages plus bas, et Ethel, séparée par un mur de béton froid, berce un vide intérieur, murmure de prières juives se mêlant au ronflement des codétenus, tandis que dehors, la ville pulse indifférente. Mais dans les cœurs des agents, une fatigue viscérale s'installe. Reilly rentrant chez lui à l'aube, épaules voûtées sous le poids des vies brisées, sentant encore le fantôme de la cordite imaginaire, non pas des champs de bataille, mais des guerres invisibles où chaque appel est une grenade dégoupillée. Et la guerre froide, ce monstre insatiable, continue de rugir dans l'ombre, attendant le prochain déclencheur banal pour déchaîner ses fureurs. Les ramifications s'enfoncent plus profond, semaine passant en un lent supplice. Audience préliminaire au palais de justice de Foley Square. 10 juillet 1953, 09h00, salle bondée, où l'odeur de parquet ciré et de sueur anxieuse écrase l'air. Julius et Ethel menottés côte à côte, regard fuyant sous les flashs des appareils Leica des reporters, et le procureur Cohn, jeune loup aux dents aiguisées, déroule l'épreuve comme un linceul. Microfilm caché dans une boîte de Jell-O, transmission radio via tubes à vide codés, et témoignages croisés de Greenglass confirmant le vol de 23 pages de secrets implosions, équivalent à accélérer le Tsar Bomba de 5 ans. La voix tonnant comme l'artillerie de Nuremberg, tandis que les Rosenberg, pâles spectres, nient dans un murmure. Mais le jury, ouvriers et mères de famille hantés par les spectres de Berlin et Corée, rend le verdict, coupable, et la sentence, la chaise électrique, plane comme une guillotine invisible. Pourtant, l'enquête ne s'arrête pas, fouille des planques secondaires, révélant des carnets codés en one-time pad, odeur de papier moisi et d'encre bleue fanée dans les sous-sols humides, agents penchés sous lampe à incandescence, décryptant avec des IBM punch cards les routes des courriers. Gold arrêté à Philadelphie, son labo clandestin puant l'acétone et les émulsions argentiques. Confession coulant comme du mercure,
pointant vers le réseau Perseus encore actif, et à Washington, Elizabeth Bentley, la reine des espions, repentie, valide tout depuis son pupitre de témoin protégé, voix chevrotante mais implacable, Silvermaster, Ullman, plus de 200 contacts, infiltrant le trésor et l'État. Le puzzle se complétant en une mosaïque terrifiante, chaque pièce arrachée au néant par cet appel initial. Rayleigh, seul dans son appartement de Queens à minuit, whisky brûlant sa gorge comme de l'acide, fixe le plafond craquelé, sentant le poids historique. Ce coup de fil banal a sauvé des millions, retardé l'apocalypse nucléaire, mais à quel prix humain? Les Rosenberg, parents de 2 garçons orphelins, envoyés chez un oncle, leurs cris d'enfants résonnant encore dans les couloirs vides de la cour, et l'enfer, rédigeant son rapport final, doigts noircis par le carbone des duplicata, conclut dans un soupir. Opération démantelée, mais l'hydre repousse, vigilance éternelle. Tandis que Moscou, dans les bunkers du Loubianka, purge ses taupes défaillantes, odeur de sang et de peur stalinienne imprégnant les murs de pierre. L'écho persiste. Mois plus tard, procès en appel devant la Cour suprême, 1954. Mais la chaise attend, Sing Sing exhala l'odeur de chair grillée rituelle. Et dans les rues, la paranoïa collective s'épaissit. Chaque téléphone, un serpent potentiel. Chaque voisin, un espion masqué. La guerre froide gravant ses sillons dans les âmes. Un lent feu couvant sous la cendre de la routine quotidienne. Et Helen Geiger, anonyme déclencheur, regarde par sa fenêtre, regret mêlé de fierté, ignorant qu'elle a altéré le cours de l'histoire. Un simple appel démasquant l'abîme. Pourtant, les conséquences psychologiques s'attardent. Agents hantés par les nuits blanches, cauchemars de codes non décryptés et de bombes fantômes, Hoover renforçant le Cointel-Pro naissant, micro partout et à Moscou, Khrouchtchev maudit les libéraux de la cellule. Purges internes, où l'acier froid des menottes succède au velours des dachas. Et les garçons Rosenberg, Michael et Robert grandissent marqués, portraits de parents martyrs ou traîtres selon les vents idéologiques, le poids d'un appel banal les écrasant à jamais. Dans le silence post-opération, Rayleigh marche le long de la promenade de Coney Island, vague léchant le sable avec un ressac hypnotique, sel piquant l'air, sentant l'épuisement viscéral, muscles lourds comme du plomb, esprit fracturé par les mensonges décryptés, et il allume une cigarette, flamme tremblante protégeant contre le vent, réalisant que la survie collective prime, mais le coût humain, famille brisée, vies électrocutées, laisse un vide hurlant. La guerre froide, un monstre insatiable. Et ce 15 juin 1953, ce téléphone vibrant, reste gravé comme une cicatrice éternelle dans la chair de l'Amérique. Mais sous la lune blafarde de Coney Island, Rayleigh écrase sa cigarette dans le sable humide, braise mourante comme les espoirs d'une génération, et un appel lointain, sirène de police ou hurlement de mouette. Le tir de sa torpeur, rappel brutal que l'hydre n'est jamais morte, ses têtes multiples se reformant dans l'ombre des gratte-ciel de Manhattan, où des cellules dormantes attendent leur heure, murmures codés en yiddish ou en russe, filant par les câbles transatlantiques. À Washington, les couloirs lambrissés du Pentagone résonnent de pas cadencés, généraux aux cigares mâchonnés disséquant les débris de l'opération, cartes épinglettes de rouge marquant les foyers d'infection soviétiques, Hollywood, les syndicats, les universités Ivy League, tandis que Dulles, directeur de la CIA naissante, signe des ordres secrets pour des opérations noires en Europe de l'Est, parachutage d'agents aux yeux froids, valises piégées bourrées d'uranium à pâte, et le spectre de la bombe H plane, champignons nucléaires testés à Eniwetok, onde de choc psychique traversant l'Atlantique comme un poison lent. Loin de là, dans une petite maison de Brooklyn au volet clos, Michael Rosenberg, 11 ans, feuillette un album jauni,
photo spectrale de papa en chemise blanche, maman au sourire figé, légende effacée par les larmes ou la censure familiale, et la radio crachote « God bless America » entre deux pubs pour du savon, mais dans ses rêves, la chaise électrique grésille encore, odeur d'ozone et de chair calcinée, s'invitant au dîner solitaire, oncle et tante chuchotant « traître » ou « héros », selon l'humeur du New York Times. Le stigmate d'un appel anonyme les marquant comme des lépreux de l'histoire. Et à Moscou, dans les neiges éternelles du Politburo, Khrouchtchev tape du poing sur la table de chêne massif, portrait de Staline arraché mais esprit intact, ordonnant l'exécution discrète de 3 officiers du GRU, balle dans la nuque au polygone de Boutovo, terre gorgée de sang depuis les grandes purges. « Américains, ces porcs libéraux nous ont vendus pour un téléphone Yankee !» hurle-t-il, vodka coulant à flots pour noyer la rage, tandis que des fusées balistiques R-7 bourdonnent dans les steppes kazakhes, Spoutnik en gestation, revanche cosmique contre l'humiliation new-yorkaise. Reilly, sentant le sel coller à sa peau comme un suaire, remonte sa veste usée, ombre solitaire s'éloignant des lumières criardes du Luna Park, manège tournoyant follement sous les étoiles indifférentes, et il murmure à la nuit « Vigilance éternelle », écho du vieil agent noirci par le carbone, sachant que demain, un nouveau numéro sonnera, un nouveau serpent se lovant dans les lignes. La guerre froide, un océan sans fond, où nul ne dort vraiment. Et l'Amérique, cicatrice purulente, saigne encore son innocence perdue. Sous les néons vacillants de Times Square, où les taxis klaxonnent comme des âmes damnées, Reilly, elle, une DeSoto cabossée, le chauffeur juif aux yeux lasses marmonnant « Où ça, Mac? Vers l'enfer ou Coney Island ?» Et Reilly glisse un billet froissé, Flushing Meadows, et pas de question. Le moteur tout sautant dans la nuit moite de 1953, farce balayant des affiches de Marilyn Monroe et d'Eisenhower promettant la paix atomique. Mirage publicitaire pour un monde au bord du gouffre. À Flushing, vestige de l'exposition universelle, 1939, pavillon art déco agonisant sous les étoiles filantes artificielles, Reilly pousse la grille rouillée du Trilon et de la périsphère, ces totems phalliques de l'utopie yankee, écho ironique du globe de cristal brisé par les bombes de Hiroshima, et là, dans l'ombre du globe pétrifié, une silhouette encapuchonnée attend, fedora enfoncée comme un casque de soudeur, valise de cuir noir à ses pieds, tic-tac discret d'une montre suisse, masquant le compte à rebours d'un détonateur. Numéro 7 murmure Reilly, code chuchoté par-dessus le vent salin de l'East River. L'ombre hoche la tête, voix rauque écorchée par trop de gauloises. Les Rosenberg chantent dans la chaise, mais leurs fantômes murmurent encore. Voici le colis. Plan du MK Ultra, LSD pour briser les esprits rouges, et un échantillon d'uranium 235 volé à Oak Ridge, assez pour un cocktail à Los Alamos. Reilly palpe la valise, froid métallique traversant le cuir, odeur âcre de graisse et de trahison, tandis que des rats filent entre les herbes folles, banquet pourri de l'American Dream. De l'autre côté du rideau de fer, à Berlin-Est, sous les ruines du Reichstag reconstruit en bunker stalinien, une jeune Polonaise aux cheveux de jais, agent double nommée Lena, danse un tango sulfureux dans un cabaret enfumé, robes écarlates tourbillonnantes au son d'un accordéon égrillard, officier du SED saoul de bière et de pouvoir, mais ses yeux verts percent l'obscurité, guettant le contact. Un Américain déguisé en touriste, Kodak en bandoulière, micro caché dans le flash, capturant nom, date, convoi de T-34 roulant vers la zone ouest, préparation pour l'insurrection de 1953 qui couve comme une braise sous la neige. Lena glisse une pilule dans le verre d'un colonel bedonnant, sève de pavot afghan pour le faire causer, lèvres gonflées, confessant « Les Amerlocs préparent Jupiter, fusée à tête thermonucléaire. Et nous, on riposte avec Joe 4,
notre première hache, testée en août, champignon rouge sang sur le Kazakhstan. Elle sourit, faux semblant de putain patriote, tandis que le colonel s'effondre, bave aux lèvres, rêve de victoire noyée dans l'opium, et elle file par les ruelles, manteau de fourrure volé battant au vent, message cousu dans l'ourlet. Trahison au GRU. Khrouchtchev purge. Spoutnik armé pointe vers Cap Canaveral. À Brooklyn, Michael Rosenberg, yeux caves comme des puits de mine, dessine sur un cahier d'école des champignons atomiques, crayon de couleur saignant en orange et noir. Papa n'était pas un traître, c'était pour la paix, murmure-t-il à son reflet dans la vitre embuée, tandis que l'oncle, ex-GI aux cicatrices de Normandie, écoute la radio. Edward R. Murrow avertit. McCarthy chasse les sorcières, mais les vrais démons sont à Washington. Le garçon serre un médaillon, boucle de cheveux de maman, et jure en silence. Je serai agent, je vengerai. Rayleigh, valise en main, remonte dans la DeSoto, direction le pont de Brooklyn, lumière de Manhattan scintillant comme un mirage maléfique, et il allume une Lucky Strike. Fumée dansant avec les fantômes, Rosenberg, hisse les Cambridge Five, un échiquier où les pions tombent, mais les rois rient dans l'ombre. Vigilance éternelle, répète-t-il, mais la ligne sonne déjà dans sa poche, voix anonyme crachotant. Numéro 8, Cuba. Castro prépare ses barbes. Le serpent change de peau. La guerre froide, hydro mille têtes, renaît à l'aube. Et le monde tremble sur ses gonds rouillés.